Des nouvelles frappes hier soir d'Israël sur Gaza. Gaza qui est dans une situation absolument dramatique. La ville est détruite. L'ONU va même plus loin. Elle serait inhabitable. On va se connecter avec Gaza si vous le permettez. Soyez le bienvenu, Nabil Diab. On sait que la connexion n'est pas évidente aujourd'hui. Vous êtes en direct de Gaza et on est vraiment ravis de maintenir ce lien qui nous rassemble, vous et nous aujourd'hui. Monsieur, d'abord peut-être le bilan de Gaza aujourd'hui. Ce que vous voyez quotidiennement, ce que vous voyez lorsque vous ouvrez les fenêtres, que vous sortez dans la rue, racontez-nous. Bon, je vous entends très mal, mais j'ai compris à peu près. Je suis à Gaza, à Deir el-Balah. J'ai déplacé de Gaza le 13 octobre. Le 13 octobre, j'ai déplacé de Gaza. Donc, je suis à Deir el-Balah, exactement à l'hôpital Shuhada al-Aqsa. La situation à Gaza est vraiment catastrophique et surtout ces derniers 72 heures, ces derniers 3 jours, la majorité des habitants du sud de la bande de Gaza, je veux dire moi, Deir el-Balah, les camps de réfugiés Al-Nusayrat, Al-Maghazi et El-Bridge, ont décidé de déplacer vers le Rafah. Donc vous pouvez imaginer que une ville de Deir el-Balah qui contient 170 000 habitants est devenu maintenant plus de 800 000 habitants et qui ont décidé d'un seul coup d'y aller vers Rafah. Rafah contient maintenant à peu près 1 700 000 habitants. Donc, c'est une catastrophe humanitaire. Il y a une crise humanitaire. Avant-hier, le jeudi, la France et la Jordanie ont fait ils ont lancé des aides humanitaires à Khan Younes pour des aides humanitaires et sanitaires pour les habitants de Khan Younes. Donc la situation est vraiment s'augmente minute après minute, bombardements partout, des massacres chaque minute. Je suis à l'hôpital et à chaque minute, on reçoit des cadavres, on reçoit des morts, des blessés. Donc tout le monde veut et cherche la sécurité. Ils veulent que la guerre s'arrête immédiatement. Il faut qu'il y aura une puissance mondiale pour arrêter ce génocide. Merci beaucoup Nabil Diab, merci d'être avec nous. Je ne vous retiens pas plus parce que je sais que c'est très difficile pour vous de pouvoir témoigner aujourd'hui en direct et que la connexion n'est pas bonne, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, habitant donc de Gaza. La situation est effectivement dramatique. On va voir ce tweet d'Emmanuel Macron hier qui annonçait le largage de 7 tonnes d'aide en accord avec la Jordanie, justement. Voilà, c'est ce qu'il dit. La situation humanitaire reste critique à Gaza. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livré par les airs de l'aide à la population et à ceux qui lui portent secours. 7 tonnes, est-ce que c'est suffisant, d'après vous, Vincent Crouzet? Non, c'est doublement symbolique. D'abord, c'est symbolique de notre collaboration et de notre bonne intelligence avec la Jordanie depuis le départ et des bonnes relations qu'entretiennent le roi de Jordanie et le président de la République française. C'est important de le mentionner, puisqu'en fait, 2 Hercule C-130, l'un jordanien, l'autre portant les cocardes françaises, en fait, ont opéré sur cet aérolargage. 7 tonnes, c'est pas grand-chose. Vous vous rendez compte, en temps normal, sur Gaza, il y avait à peu près 500 camions qui rentraient dans Gaza, entre 2 et 10 tonnes par camion. Donc c'est une aide très très symbolique. Je comprends l'émotion de notre interlocuteur. Oui, absolument. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les frappes israéliennes sont beaucoup moins indiscriminées et beaucoup moins massives tout de même au cours des derniers jours, que les opérations terrestres, notamment sur Rafah et sur Khan Younes, sont de plus en plus chirurgicales, puisqu'en fait la NAS se resserre sur les dirigeants du Hamas. Et moi je me pose quand même une question sur les appels à la paix et au rétablissement en fait d'une vie normale à Gaza. Je me pose la question quand même de la réaction des Gazaouis par rapport au Hamas, par lequel en fait le malheur est arrivé, la malédiction est tombée en fait sur la bande de Gaza.
Moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je ne suis pas gazaoui, je n'habite pas à Gaza, je ne suis pas arabe non plus, mais je n'arrive pas à comprendre en fait cette espèce à la fois de fatalisme et de docilité, alors que des solutions pourraient être entreprises. Je pense notamment au plan de paix de Blinken, qui a été repris d'ailleurs par Gallant, qui pourtant est plutôt considéré comme un faucon chez les Israéliens, c'est-à-dire avec une administration palestinienne. Là, il faut trouver des solutions. Je pense notamment à Marwan Barghouti, qui est en prison maintenant depuis près de 22 ans. Quand on considère quand même les crimes qui sont reprochés à Barghouti, qui a été condamné par 5 fois à la réclusion perpétuelle en Israël, alors qu'il a été condamné pour le crime de 5 personnes, et qu'on a relâché 1300 militants du Hamas contre le soldat Shahid en 2013, pourquoi ne pas commencer à considérer en fait la libération de Barghouti et à trouver enfin une solution politique? Arlette Chabot, la solution politique est possible, c'est la seule issue? La solution politique, on n'a pas le choix. De toute façon, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Il y a toujours un après. Alors, certains disent que c'est trop tôt pour parler du jour d'après, mais il n'est jamais trop tôt pour parler du jour d'après, parce que quand on voit les situations, on voit des images. Il faut quand même redire juste un mot de l'opération franco-jordanienne. Elle est symbolique, mais elle existe, et ça veut dire aussi qu'Israël, évidemment, a laissé passer cette opération, si je puis dire, et a permis le largage de ces aides, ce qui est quand même quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais ça veut dire, c'est important. Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, et je ne fais pas la propagande de l'Élysée, était allé juste avant Noël sur sa base française en Jordanie, donc ça veut dire que tout ça, effectivement, a été coordonné et est assez efficace. Mais oui, il faut... et le jour d'après dont il faut parler, on verra le résultat de la tournée d'Anthony Blinken qui arrive aujourd'hui au Proche-Orient, c'est sûrement pas la solution donnée par l'extrême droite israélienne. C'est-à-dire, on vide Gaza et on vide d'ailleurs au-delà, parce qu'il n'y a pas de raison de chasser tous les Palestiniens. Et on les envoie au Congo. On les envoie en Égypte, ça serait déjà le moindre mal, et on négocie avec des pays d'Afrique pour essayer de s'en débarrasser vraiment. Donc il faut, parce que ces gens sont encore là, en espérant qu'un jour il y aura des élections en Israël et que ces partis ne retrouvera pas des représentants à la Knesset, il faut envisager l'avenir. Et l'avenir, il y a au moins une solution, même si on parle effectivement d'associer aussi la Chine, d'associer même la Russie à une solution de paix. Tout le monde est d'accord sur les 2 États. Ça ne veut pas dire que ça se fera en 15 jours. Quand on voit l'État, il y aura aussi la reconstruction qui s'installe après, effectivement, à Gaza et au-delà, une autorité palestinienne restaurée, renouvelée. C'est ce que préconise Yoav Gallant, on va vous le montrer, voilà, ministre de la Défense israélienne. Ça ne peut pas être la même et ça ne peut pas être, effectivement, Mahmoud Abbas. Ça peut être la communauté internationale. Quelles troupes, quelles personnes, personnalités, des experts, on peut prendre toutes les hypothèses possibles, mais il faut évidemment en parler et vite, et vite. Dernière minute, elle est pour vous. Méline Nabi, allez-y sur ce sujet. Non, mais il y a à la fois l'urgence qui est d'ordre humanitaire et puis il y a la mise en perspective nécessaire qui est forcément d'ordre politique. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui obsède encore Benyamin Netanyahou, qui est quand même à la tête des opérations menées à Gaza, c'est le registre purement militaire. Un registre militaire sans limite, dans la mesure où les objectifs de guerre tels qu'ils nous sont présentés demeurent toujours les mêmes depuis le début, à savoir la destruction du Hamas. Et on a bien compris avec le temps que ça n'avait pas vraiment de sens, dans la mesure où c'était une fiction et que ça lui permettait à la fois de s'auto-offrir, si j'ose parler ainsi, un blanc-seing, et en même temps de se maintenir au pouvoir. Donc on a quand même une forme de cynisme qui anime la démarche actuelle à la tête de l'État israélien, et les paroles venues de Washington ou de l'Élysée sont complètement inaudibles, et je vous donne rendez-vous pour le prochain séjour du secrétaire d'État Blinken en Israël, qui se soldera de la même manière que les précédents, à savoir finalement une fin de non-recevoir.